Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous partons à Bangalore, une ville de plus de 10 millions d'habitants qui axe son développement sur les nouvelles technologies. On la surnomme par ailleurs la Silicon Valley de l'Inde et elle attire de nombreuses entreprises occidentales. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Auru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général en charge de l'International de l'organisation NUMA, qui est une organisation de soutien aux startups, et vous venez d'ouvrir votre antenne à Bangalore. Effectivement. Vous êtes spécialiste de l'innovation et du numérique, et effectivement nous aidons des startups à se développer, mais aussi des grandes entreprises à collaborer avec ces startups dans ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Lucie Ronfaux, vous êtes journaliste à la rubrique High-Tech du Figaro. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés David Moscovitch. Vous êtes conseiller du commerce extérieur et également directeur de la filiale Lumiplan Inde. Oui, en effet, Lumiplan est une PME française spécialisée dans l'information dynamique, en particulier dans les transports publics. Et j'ai monté la filiale il y a 6 ans à Bangalore pour pénétrer ce marché des transports publics en Inde. Et enfin, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas Ribollet. Vous êtes conseiller du commerce extérieur, également président régional de la Chambre de commerce et d'industrie France-Inde, et enfin associé Mazars, et vous êtes l'auteur de ce guide pratique Investir en Inde. Alors, comme je le mentionnais au départ, on surnomme Bangalore la Silicon Valley de l'Inde. Vous, Frédéric Auru, vous êtes implanté depuis peu là-bas. Pourquoi avoir choisi ce terrain ? Bien, en fait, depuis un an et demi à peu près, on a décidé d'exporter notre concept NUMA sur à peu près 15 pays dans les 4 ans qui viennent, et notamment dans ces écosystèmes en croissance, c'est-à-dire qui booment. Et l'Inde, très clairement, aujourd'hui est connue comme la 3e grande place d'innovation et de start-up au monde, et typiquement Bangalore est vraiment la place où les start-up se sont développées. On a vu le nombre de start-up tripler dans les 5 dernières années, et donc c'est un vivier incroyable d'entrepreneurs et d'innovation. Vous, Lucie Ronfaux, vous êtes partie à Bangalore. Vous avez d'ailleurs écrit un grand reportage pour Le Figaro il y a quelques semaines. Vous donnez quelques chiffres. 40% de startups indiennes sont fondées à Bangalore. C'est vraiment le terrain aujourd'hui pour les startups. Oui, tout à fait. On se rend vraiment bien compte quand on est à Bangalore que Bangalore est la ville des nouvelles technologies. En Inde, ça commence quand on va à l'aéroport, enfin, quand on descend de l'avion, il est assez fréquent. Enfin, moi, j'en ai croisé des personnes qui portent des t-shirts floqués de logos des grandes entreprises, Microsoft, IBM. Et dès qu'on prend le taxi, il suffit de rouler, aller 10 km et on peut tomber sur le quartier de Whitefield, qui est le grand quartier où sont installées en fait la plupart des grandes entreprises occidentales de nouvelles technologies. Enfin, occidentales et d'ailleurs aussi indiennes. Hein. Par exemple, on retrouve IBM, on retrouve Capgemini, on retrouve Highgate. Pour les Indiens, on retrouve la filiale de nouvelles technologies de Tata, le grand groupe Tata. Donc ça, c'est Whitefield. Hein, et c'est vraiment pendant une grande route sur laquelle on croise toutes ces entreprises et tous ces ingénieurs. Vraiment des grands campus à l'américaine, exactement comme dans les alentours de San Francisco. Et donc ça, c'est ce quartier. Et par ailleurs, quand on va dans le centre-ville de Bangalore, là, on croise une autre face en fait de cette Silicon Valley indienne. C'est plus la face des start-upers. C'est là qu'on va trouver notamment, par exemple... C'est là que vous êtes installé, Oui. Frédéric Auru, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. C'est assez classique de par le monde. En fait, les entrepreneurs, les start-upers ont plutôt tendance à se développer dans les centres-villes, notamment peut-être en opposition avec le monde qu'ils ont pu connaître dans les grandes entreprises. Souvent, et typiquement en Inde, ce sont des gens qui ont des carrières un peu classiques dans les grandes sociétés qui se décident à lâcher tout pour créer leur entreprise et qui du coup veulent pas être au même endroit et être plutôt au centre-ville, là où il y a de la vie, des restaurants, des bars et un tissu social au-delà de l'économie. Concrètement, quel est votre quotidien à Bangalore Je parle de l'organisation NUMA, évidemment. Alors, nous, en fait, on a et c'est le cas à Paris et dans les différentes localités qu'on a, mais on a un bâtiment en plein milieu de Bangalore, juste à la croisée des 2 lignes de métro qui existent là-bas, ce qui est un emplacement stratégique dès maintenant, mais aussi pour le futur, vu les conditions de transport qu'on peut connaître sur place. Et c'est un bâtiment qui fait 6 étages dans lequel on accueille les entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler, donc c'est ce qu'on appelle le coworking. C'est aussi, on accueille beaucoup d'événements, de façon à ce que ces entrepreneurs se rencontrent leurs partenaires, leurs clients, leurs cofondateurs. On va aussi recevoir des entreprises. Typiquement, je crois, tu en parleras Lucie, Airbus est installé dans nos locaux pour son activité d'innovation. Et donc, voilà, c'est un lieu où finalement on a beaucoup de croisements entre des entrepreneurs, des clients et le public en général.
Alors, on va aborder un autre point, c'est celui de la main-d'œuvre. Et on va écouter Prediban Siva, qui est membre élu de l'AFE, nous en parler. On peut trouver des personnes de qualité à Bangalore, mais il y a une formation qui exige. Si vous formez très bien, et ce sont des bons exécutants. Et on peut avoir des personnes de qualité pour la former. Il faut les former. Ça, c'est très important. Il faut être un petit peu derrière eux au début. Et après, ils sont très responsables. Et la population de Bangalore, ce sont des jeunes très modernes, un peu occidentalisés. Et avec quelques années, le Commonwealth, et puis il y a des entreprises américaines et tout. Donc, les jeunes cherchent du travail à Bangalore. David Moscovitch, donc vous êtes conseiller du commerce extérieur, comme je le disais. Vous êtes également directeur de la filiale Lumiplan. Est-ce que c'est facile de trouver du personnel de qualité ? Alors, dans notre activité, on cherche des ingénieurs de l'IT, des ingénieurs informaticiens. Et en effet, Bangalore s'est développé comme le centre en Inde pour l'informatique et les services. Il y a donc une masse de jeunes ingénieurs informaticiens qui sont à Bangalore, installés à Bangalore, qui viennent de partout en Inde en particulier. Et en fait, le problème pour trouver les bons, c'est qu'il y a une masse d'informaticiens. Quand on cherche dans Monster un informaticien de 2 ans d'expérience, on a plus de 100 000 profils. Donc c'est très difficile de trouver les bons, de les faire venir. Et donc, en effet, la formation est aussi très importante puisque les écoles sont très théoriques en Inde. Donc, les jeunes arrivent sur le marché du travail sans vraiment d'expérience. Et ça prend plusieurs années pour qu'ils puissent vraiment produire efficacement. Nicolas Ribollet, un mot sur la partie je dirais de la main-d'œuvre qualifiée, vous allez trouver une main-d'œuvre qualifiée effectivement importante, notamment qui parle anglais, que ce soit des ingénieurs ou d'autres types de profils. Vous allez aussi trouver une main-d'œuvre non qualifiée en abondance, à des coûts qui sont des coûts tout à fait abordables, avec quand même des points soulignés. C'est d'une part l'inflation d'une année sur l'autre, donc ça, il y a une attente de la part des employés indiens sur le fait d'avoir des augmentations salariales importantes d'une année sur l'autre, mais on reste à des niveaux de coûts qui sont extrêmement compétitifs encore aujourd'hui. L'autre élément que soulignait David et qui est très important, c'est la partie formation. Il est très important de donner la bonne formation aux employés. Et l'autre élément concernant le dernier élément concernant la main-d'œuvre, c'est le fait qu'il y a assez souvent beaucoup de rotation du personnel, de staff turnover. Et donc fidéliser le personnel est parfois un peu compliqué. Alors après, suivant les secteurs d'activité, suivant les sociétés, on y arrive plus ou moins, mais c'est un des sujets importants. Il faut savoir les retenir. Exactement. Outre les secteurs porteurs des nouvelles technologies, est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels on peut s'implanter aujourd'hui à Bangalore, pour un entrepreneur français notamment ? Oui, tout à fait. Alors, les opportunités qui existent à Bangalore, on a souligné le fait que historiquement, Bangalore s'est beaucoup développé autour des services. Et l'Inde, en général, s'est développée au niveau des services, notamment les services informatiques et les grandes SS2I qui ont eu pour base Bangalore. Sachant que l'Inde, aujourd'hui, a une part des services qui est extrêmement importante dans son PIB. Mais Bangalore, qui a été construit au départ, la volonté du gouvernement indien après l'indépendance était d'éloigner les centres de recherche, notamment la recherche technologique, loin des frontières, et notamment les frontières pakistanaises, ce qui a conduit à d'énormes investissements à Bangalore. Donc ça concernait non seulement l'informatique, mais il y a des secteurs comme la défense, l'aéronautique, l'espace, parce que l'Inde est une puissance spatiale, les biotechnologies, la pharmacie. Il y a énormément d'industries à Bangalore qui sont développées dans le temps. Donc je dirais que pour les entreprises françaises, il y a du potentiel dans beaucoup de ces secteurs, que ce soit les secteurs industriels ou les secteurs de services. Beaucoup de ces secteurs sont représentés à Bangalore. Lucie Renfaux, vous avez noté ça aussi quand vous étiez à Bangalore ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parlait d'Airbus. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes d'Airbus Inde et je trouve que c'est un exemple assez intéressant d'une entreprise qui est implantée en Inde depuis les années 70-80, il me semble, et qui a d'abord suivi un parcours assez classique d'une entreprise qui va délocaliser une partie de ses services, de ses ingénieurs en Inde, et qui maintenant semble essayer d'évoluer un peu au-delà de ça. Et ils ont notamment lancé une initiative à destination des startups, donc d'entrepreneurs extérieurs mais aussi intérieurs à Airbus, afin de profiter justement de cette créativité des ingénieurs indiens, outre le fait qu'ils travaillent pour les Occidentaux, pour les entreprises occidentales.
Alors, avant de faire une page de publicité, je voulais qu'on parle du Make in India. Où on en est, Nicolas Riboli? Oui, alors le Make in India, c'est un des grands projets du gouvernement Modi qui a été élu au mois de mai 2014. C'est un projet visant à développer le secteur industriel qui est sous-représenté dans l'économie indienne par rapport au secteur des services, qui avait connu un développement fulgurant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention de la part des groupes indiens et des groupes internationaux pour faire les investissements industriels. Le retour de la croissance, une croissance assez forte aujourd'hui en Inde, aux alentours de 7%, fait que les conditions sont réunies pour avancer. Les projets industriels qui sont développés dans le cadre du Make in India, évidemment, ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Un projet industriel, il faut plusieurs mois pour le monter, mais les choses avancent concernant le Make in India. Un des éléments importants sur lesquels le gouvernement aussi avance en parallèle, c'est le sujet des infrastructures, parce que c'est souvent un des points faibles de l'Inde sur certains aspects qui doivent être développés, notamment les routes, les ports. Et il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans les infrastructures. Alors, à un rythme qui va s'accélérer et que le gouvernement cherche à accélérer. Mais le Make in India est en route et on voit aujourd'hui, Airbus était un des exemples, effectivement, mais beaucoup d'entreprises françaises sont aujourd'hui établies, notamment à Bangalore. C'est le 3e centre d'investissement pour les investissements directs étrangers depuis la France. Il y a environ un stock de 20 milliards d'euros investis par les entreprises françaises en Inde, ce qui est considérable et ce qui place très bien la France. Et Bangalore est la 3e ville après la région de Delhi et Bombay. C'est la 3e ville pour les investissements français. On pourrait multiplier les exemples. Vous avez Capgemini, qui est l'entreprise française la plus nombreuse aujourd'hui en Inde, qui a environ 100 000 personnes en Inde, dont des très gros centres à Bangalore. Mais vous avez des sociétés comme Sanofi, comme L'Oréal, comme Thales, comme Dassault, comme Safran, qui sont présents à Bangalore, et plein de PME aujourd'hui, parce que ces grands groupes amènent aujourd'hui derrière eux les PME. Donc pour les PME qui veulent investir, Bangalore est une localisation effectivement très intéressante. On va continuer d'en parler, mais tout d'abord, on va faire une pause et on se retrouve juste après pour parler de la création d'entreprises à Bangalore. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Bangalore et vous pouvez nous suivre au hashtag 24 heures chrono TV. Donc nous parlons de Bangalore et on va s'intéresser à la création d'entreprises. Frédéric Auru, comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes arrivé? À nous, assez simplement, parce qu'en fait, on a fait un choix stratégique, c'est de faire des joint ventures dans lesquels on est minoritaire. C'est-à-dire concrètement, on laisse vraiment la plus grande autonomie et dans la mise en œuvre de l'entreprise par nos partenaires locaux. Donc en fait, c'est ceux qui sont occupés de créer l'entreprise. Vous conseillez un partenaire local? Très clairement, enfin nous, ça a été toujours notre politique. On est très humble par rapport à ça. On a des connaissances sur comment aider les startups, mais concrètement, il y a toujours une question de culture et de terrain local qui fait qu'on a tout intérêt à se faire en partenariat avec quelqu'un qui connaît profondément la culture, les gens et le mode de fonctionnement local. Et nous, on apporte de la connaissance complémentaire.
David Moscovitch, est-ce que vous avez rencontré des difficultés du point de vue administratif ? Pour la création d'entreprise, alors on n'est pas dans le même cas. On a décidé de partir et de créer notre filiale. Alors moi, j'étais déjà à Bangalore, donc j'avais déjà des bons contacts et des bons réseaux pour ça. Vous avez créé la filiale en 2010, c'est ça? On a créé la filiale de Lumiplan en 2010 et avec un peu de patience, je dois dire que c'est pas impossible et il n'y a pas eu de gros problèmes administratifs. Les problèmes sont plus dans la partie pénétration du marché et comme nous sommes sur des marchés publics, eh bien, il faut convaincre les autorités, il faut s'en sortir dans un marché très complexe et c'est là que nous avons réussi finalement à pénétrer ce marché. Nicolas Riboulet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur la création d'entreprises et la création de sociétés, je dirais qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il y a deux voies d'investissement. Une voie qui est une voie automatique et une voie qui demande des approbations par les autorités indiennes. Il y a énormément de secteurs industriels et de services qui sont dans la voie automatique et pour lesquels la création de sociétés, en moyenne, va prendre du temps, mais ne constitue pas un obstacle absolument irrémédiable. Là-dessus, le tout, c'est d'être bien entouré, que ce soit par un cabinet conseil, par la chambre de commerce ou par un cabinet comme Mazars. On aide les sociétés à s'y matriculer. Il faut du temps, il faut un peu de patience, parce qu'il faut en général quelques semaines pour avoir toute la documentation, mais c'est absolument pas un obstacle insurmontable. Est-ce que les dessous de table, ça existe? David Moscovitch? Donc c'est vrai que nous sommes sur un secteur de marché public, dans les transports publics. D'ailleurs, récemment, nous avons gagné le marché de planification des bus de Bangalore, 6500 bus transportant plus d'1 million de passagers par jour. Donc notre mission, c'est d'avoir les bus à l'heure à Bangalore. Et évidemment, la corruption existe en Inde, mais pour une entreprise comme nous, il est absolument impératif de l'éviter. Et donc nous utilisons beaucoup les services de la diplomatie économique de la France qui aident les PME et qui nous aident à avoir cette image d'excellence française et ce tag du gouvernement français qui nous permet d'avoir une certaine crédibilité auprès des autorités pour éviter qu'ils nous demandent des pots de vin. Ce qui veut dire que là-dessus, en gros, vous arrivez avec une compétence qui fait que vous allez être choisi par rapport à vos compétences techniques et à l'offre que vous apportez, et non pas par rapport à ce qui pourrait être fait par ailleurs et qui peut être parfois la stratégie de certains concurrents qui vont gagner un appel d'offres uniquement parce qu'ils vont payer un dessous de table. Alors, on va s'intéresser au visa et on va écouter Yelena Karan, juriste chez Carlawid Avocat. Si vous souhaitez effectuer un voyage d'affaires, il est nécessaire de faire une demande de business visa. Il existe une liste précise des activités permettant la délivrance d'un visa d'affaires. Généralement, les activités autorisées sont participer à des réunions d'affaires, acheter des produits, procéder à un contrôle de qualité, prospection commerciale, recrutement de main-d'œuvre, participer à des conférences, dispenser une formation ou du coaching, suivre une formation dans le cadre d'une rotation intragroupe, etc. Ce type de visa est établi pour une durée de 3 mois à 1 an et est à entrée multiple. Ce visa n'est ni échangeable ni renouvelable en Inde et ne permet que des séjours d'un maximum de 30 jours par visite. Une dérogation est possible pour cette règle de 30 jours, mais qui est examinée au cas par cas. Il existe une procédure d'urgence dans laquelle le visa peut être établi le jour même ou jusqu'à 3 jours. Concernant la famille, il est possible de faire une demande d'entry visa pour accompagner ce salarié en Inde. David Moscovitch, comment ça s'est passé pour vous, pour l'obtention du visa? Pour nous, pour le premier visa, ça a été un petit peu long, donc nous sommes adressés à des spécialistes pour avoir ce premier visa. Moi, je suis dans un visa employment, un peu plus complexe, mais en fait, on s'aperçoit vite que c'est de plus en plus facile. Les opérations, les procédures ont été facilitées, à la fois pour envoyer, parce que j'envoie aussi des Indiens en France et des Français en Inde, et il n'y a pas de grandes difficultés, en fait, au final. Pas d'obstacle particulier à signaler en ce qui concerne les visas. Alors, on va écouter Michael de La Fuente, qui est directeur de l'Alliance française à Bangalore, nous parler des différences culturelles.
La société indienne, on le sait, est une société extrêmement codifiée. Cela vient vraisemblablement du système de caste qui, même s'il n'existe plus légalement, peut parfois être un petit peu pesant au quotidien. Alors c'est vrai qu'en tant qu'expatrié, en tant qu'étranger, on a besoin de certains de ces codes, de ces clés pour comprendre la société indienne et pouvoir s'y mouvoir facilement. Alors après un an, je ne prétends absolument pas avoir compris ces codes-là. Beaucoup de choses m'échappent encore, mais je sais que les choses sont extrêmement cloisonnées. Alors pour vous donner un exemple totalement anecdotique, mais néanmoins concret, si je demande à l'un de nos techniciens de faire un trou, il n'ira jamais ramasser la poussière générée par ce trou, et il faudra attendre que ce soit la personne qui assure le nettoyage qui passe pour voir cette poussière disparaître. Eh bien, ça c'est un exemple, ce n'est pas son travail, et on ne parle pas ici de fiche de poste, mais il n'est pas à ce niveau-là pour pouvoir ramasser la poussière. Merci Michael de la Fuente pour cette anecdote. Alors Frédéric Oru, est-ce que vous avez noté des différences culturelles sur place ? Pour faire la suite de ce que dit Miguel de la Fuente, c'est vrai qu'on sent une certaine hiérarchisation dans cette société, et je dirais qu'il y a certaines réunions où il vaut mieux que le patron soit pas là pour qu'on puisse effectivement avancer concrètement dans les opérations. Donc, souvent je préfère travailler en one-to-one avec des personnes en face à face plutôt qu'en groupe, parce qu'on sent tout de suite qu'il y a des codes qu'on maîtrise pas nécessairement. Voilà, c'est ma plus grande leçon. David, vous avez une anecdote ? Oui, pour rebondir sur cet aspect hiérarchie et public, lors de mon premier projet dans le Rajasthan sur un développement industriel, c'était un projet qui devait durer 2-3 ans. Il fallait faire la cartographie de tout un grand territoire. Et lors de la première réunion, après 2 semaines de projet, le grand chef dit en public « Ok, vous avez déjà bien avancé, rendez-moi le projet dans 2 semaines, au lieu de 2 ans ». Et donc je me suis levé, j'ai dit non, et mon collègue indien m'a poussé du coude, m'a dit chut, chut, chut. Et en fait, en sortant de la réunion, il m'a dit non, en Inde, on dit pas non au grand chef comme ça, mais t'en fais pas, on dit oui, mais après on envoie des lettres, etc. Et bon, finalement, le projet a mis 5 ans pour aboutir. Il y a donc une notion de temps qui est différente. Donc il y a des codes à comprendre et il y a la notion de temps à appréhender. Mais je dirais que pour un Français en Inde, pour réussir, il faut aussi garder sa spécificité. On aime la qualité dans le détail, on aime la planification. Donc on garde notre expertise pour pouvoir apporter quelque chose. Il faut mettre tout de même son côté cartésien de côté. Donc, il y a une balance à avoir entre la flexibilité, il faut être plus flexible en tant que Français, mais à la fois garder notre excellence. Il faut l'adaptation. C'est une école d'adaptation, l'Inde, parce qu'il faut des ajustements permanents. C'est la manière dont les Indiens fonctionnent, dans le travail comme dans la vie de tous les jours. La planification n'est pas toujours la qualité principale. Par contre, les qualités d'adaptation et la flexibilité sont une des caractéristiques majeures de ce pays. Donc ça, il faut vraiment s'adapter à cet élément-là. Et la gestion du temps est un des éléments fondamentaux aussi. La notion du temps indien n'est pas la même. Et il y a plein d'autres éléments dans la différence culturelle entre la France et l'Inde. Un des éléments aussi assez importants à noter, c'est la complexité de ce pays et la diversité des situations entre les villes et entre les régions. Lorsque vous êtes à Bangalore, lorsque vous êtes à Delhi, à Calcutta, à Bombay, à Chennai, dans différentes régions de l'Inde, vous allez avoir des points communs, mais vous allez être confronté aussi à des situations diverses, parce que vous avez des cultures où ils sont certes tous indiens, mais ils peuvent avoir des langues différentes, des habitudes de fonctionnement différentes, la nourriture va être différente, les modes de vie vont varier considérablement. Vous êtes sur un sous-continent. Donc à Bangalore, vous êtes plutôt dans une ville qui a été habituée à être ouverte sur l'international, notamment avec le développement de l'informatique et des SS2I. Donc c'est plutôt un environnement assez ouvert en moyenne de ce point de vue-là. Mais ne pas généraliser. Si vous avez l'habitude du travail à Delhi ou à Calcutta ou à Bombay, vous allez trouver des différences à Bangalore. Alors, on va faire une pause. Merci, Lucie Ronfaux, d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rubrique High-Tech du Figaro et que vous avez fait un reportage à Bangalore sur les nouvelles technologies et les startups. Merci beaucoup. Merci. On va faire une pause et on se retrouve juste après.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Bangalore et vous pouvez nous suivre au hashtag 24 heures chrono TV. J'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Lemoine, directeur des opérations et réseau CSU. Vous aidez les Français à s'installer à Bangalore. Voilà, tout à fait. En fait, CSU est spécialisé dans la prestation de 3 grandes familles. Donc, en fait, dans l'accompagnement des expatriés, donc vous avez principalement la partie relocation, donc l'installation, recherche de logement, recherche d'école, etc. Et vous avez également toute la partie immigration, visa affaires, visa de travail, visa touriste, et toute la partie, ce que nous appelons, nous, donc la coordination des déménagements, donc à l'international. Alors, toutes les prestations, aussi bien des Français qui partent à l'étranger que des étrangers qui arrivent en France, que des étrangers qui partent à l'étranger. Alors, on a tout un tas d'idées reçues sur l'Inde et je vais vous demander de les chasser. Quelles sont les idées reçues qu'on a, les plus communes, qu'elles soient vraies ou fausses finalement, sur l'Inde ? Les plus communes, c'est vrai quand on va parler, voilà, il y a beaucoup de monde en Inde, on ne s'entend pas au niveau de la circulation, attention les femmes, etc. Donc, c'est des sujets aussi qu'on abordera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Mais bon, il faut savoir que c'est un pays quand même qui fait 5 fois la France. Je parle de l'Inde principalement. Bangalore, c'est quand même un peu plus de 8 millions d'habitants. C'est quand même assez important. Alors oui, il y a des différences culturelles. En tant qu'expatrié, ce que nous conseillons, première étape à tout expatrié, c'est de s'adapter à la différence. Faut être prêt. C'est le cas pour tous les pays, pour toutes les destinations. Plus particulièrement, quand on pense à Bangalore, à l'Inde, on pense à des femmes en sari. Enfin, est-ce que c'est le cas ou pas ? C'est le cas, en effet, comme dans toute l'Inde, mais à Bangalore plus précisément, c'est vrai que c'est un pays, enfin c'est une ville qui a connu un boom économique assez important depuis les 4-5 dernières années. Et vous voyez maintenant de plus en plus, mais également de femmes et d'hommes, en tenue vestimentaire à l'occidental, tout simplement. Chemise, costume, pantalon pour les hommes. Ça peut être aussi des jupes, robes pour les femmes. Maintenant, en tant que femme, toujours à Bangalore, on est en Inde, il ne faut pas l'oublier, il y a eu une évolution assez rapide depuis ces dernières années. Et bon, voilà, toujours assez bien couverte quand même pour les femmes. Au niveau de l'hygiène de vie, où en est ? Est-ce que les rues sont sales ? Ça fait partie on m'a également beaucoup parlé de déchets dans la rue. Beaucoup de Français remarquent ça quand ils arrivent. En effet, ça fait partie des inquiétudes des tout expatriés aussi avant de partir, des questions. Alors oui, simplement parce qu'il y a une concentration de population importante au mètre carré. La densité est tellement forte qu'en effet, déjà dans les, comme on dit, dans les us et coutumes, cette attention prêtée à l'hygiène n'est pas aussi développée non plus que ça peut être à Paris, par exemple, ou aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup d'aspects qui ont également changé. Et là, je parle de Pondichéry, je parle de Chennai, Bangalore, Mumbai, des grandes villes en plein développement, où on commence à voir quand même, par rapport à tout cet aspect d'hygiène, du tri sélectif. Voilà, donc un essai, en tout cas. C'est ce qui fait qu'on a du potentiel aussi dans le développement, notamment dans les infrastructures et dans tout ce qui est urbain. Il y a le projet Smart Cities et d'autres projets du gouvernement indien, justement d'investissement dans toutes les infrastructures urbaines, dans tous les domaines, que ce soit les déchets, que ce soit l'eau, que ce soit l'éclairage public, que ce soit le transport. Il y a énormément de choses qui avancent. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, y compris dans les grandes villes. Mais ça veut dire qu'il y a pas mal d'opportunités d'affaires dans ces secteurs-là. Et c'est un des sujets sur lesquels la France travaille. C'est les entreprises françaises, de manière générale, et avec le support de l'ambassade, de la Chambre de commerce, de Business France, toute l'équipe de France, ce sont des sujets importants aujourd'hui pour les entreprises françaises qui investissent en Inde. Il y a un autre sujet inévitable quand on parle de l'Inde, c'est la pollution. Et on va écouter de nouveau Michael de la Fuente nous en parler.
Bangalore est une ville dans laquelle il fait bon vivre. J'ai mentionné son climat, son offre culturelle relativement riche, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes qui sont, je crois, des dénominateurs communs à toutes ces grandes villes indiennes qui ont cru de façon un peu anarchique ces dernières années, et qui sont la circulation. C'est absolument infernal ici. Couvrir de petites distances prend énormément de temps. Les routes sont engorgées, en mauvais état. Et le pendant, eh bien, cette pollution aussi omniprésente. Il faut savoir qu'à Bangalore, c'est 1000 immatriculations par jour. Et il suffit de se passer la main sur le front en fin de journée pour s'en rendre compte. Il suffit de se passer la main sur le front pour s'en rendre compte. Je dirais pas parce que là, enfin, personnellement, ça m'a pas, je n'ai pas senti que c'était à ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, c'est frappant les difficultés de circulation, la masse de rickshaws, de voitures, des choses assez effrayantes. On voit des femmes sur des mobylettes avec des enfants. On a très peur pour elles, à vrai dire. Mais c'est surtout le bruit. Il y a un klaxon permanent. Tous les Indiens qui conduisent klaxonnent. Je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Ça peut être pour prévenir ou bien simplement pour dire qu'ils sont là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de bruit, ça c'est clair. Et la circulation est infernale, mais ce qui en met, c'est aussi des opportunités, effectivement, parce qu'on voit des Français comme Blablacar s'installent en Inde et démarrent à Bangalore. Alors il y a une expression, c'est on conduit sur ce qui reste de la route. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y a pas de trottoir à Bangalore. On en voit très peu. Alors c'est des choses dont les Indiens aujourd'hui se préoccupent beaucoup. Moi, je travaille avec des architectes sur place qui sont très concernés par ce qui est devenue la ville. C'est une ville qui a finalement sacrifié un peu son histoire pour l'économie. Donc tout a été laissé à la place des voitures. Et effectivement, pour ne serait-ce que marcher à pied, moi ce que j'adore dans une ville, c'est la découvrir à pied. C'est vraiment difficile à Bangalore parce qu'il y a plein de endroits où il y a juste pas de trottoir. Ils ont commencé à refaire tout le centre-ville avec des nouveaux trottoirs. Ouais. Et pour l'Uniplan, je rebondirai là-dessus, c'est une opportunité énorme pour nous. C'est là-dessus qu'on se développe. La promotion des transports publics. Et c'est grâce à ça qu'on a pu pénétrer ce marché. C'est ces difficultés qui nous amènent du business, en fait. Ouais. Alors, on va aborder un sujet qui est le coût de la vie. Quel portefeuille amener quand on s'installe à Bangalore? Et on va écouter Safi Madougou de Smart Expatriation nous en parler. Si vous vous déplacez de Paris à Bangalore, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 30%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 200 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les cotisations sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 46 500 € bruts à Bangalore pour maintenir le même niveau de vie. Ludovic Lemoine, une réaction à cette vidéo? Oui, complètement. Alors je pense qu'en effet, tout dépend de quel côté on se positionne. En effet, il y a quel confort de vie est-ce qu'on attend. Mais tout simplement, sur Bangalore, principalement, le salaire moyen, voilà, je parle vraiment d'un salaire moyen annuel, il est de 25 000 $, pardon, USD, 25 000 $. Quand on parle de logement, on est sur une moyenne entre 250, on va dire plutôt 350 €. Là, je parle d'un 85 mètres carrés, par exemple. Maintenant, oui, après, appartement entièrement meublé, est-ce que je veux voilà, un certain nombre de services complémentaires, comme du personnel de maison, la sécurité et autres, ça peut monter, mais pas aussi fortement. Alors oui, maintenant, quand on parle de coût de la vie, en local, sur Bangalore, simplement pour des exemples à vous donner, en effet, et tous les expatriés sont très contents, très heureux de se retrouver dans un pays comme l'Inde. En général, vous avez par exemple un déjeuner moyen, encore une fois, sans aller dans l'excès, un déjeuner moyen, 4 €. 5 €, vous déjeunez correctement. Vous avez le kilo de tomates, par exemple, qui va aller jusqu'à entre 40 et 50 centimes du kilo contre parfois 3 € en France. Voilà, et quelques exemples comme ça. Le litre de lait à 50 centimes aussi. Une douzaine d'œufs, voilà, vous arrivez à 80 centimes également. Voilà, c'est une petite comparaison, mais finalement, c'est quand même, quand on compare un Français qui part à l'étranger,
il y trouve son compte. C'est le coût de l'immobilier vraiment qui est problématique dans les grandes villes indiennes. Concernant le logement, je crois qu'il faut 1 an de loyer à l'avance pour louer un appartement. C'est le cas? C'est le cas, en effet. C'est tout à fait le cas. Il faut en effet beaucoup de propriétaires. Et il y a maintenant des brokers, ce que l'on appelle des brokers. Ce sont les real estate en fait, agencies qui justement imposent 1 an de loyer. Et on ne peut pas acheter, en tant qu'étranger, on ne peut pas acheter. Donc il faut louer les logements. Donc le coût du logement est élevé. Le coût de l'immobilier de bureau est aussi extrêmement élevé. Alors nous, on propose avec la Chambre de commerce des solutions où on héberge notamment les PME, où on a des bureaux dans notre business center. Et ça coûte à peu près aux alentours de 1 000 € par mois pour vous donner un peu une échelle. Mais ensuite, lorsque vous prenez des plus grands bureaux, le coût de l'immobilier, que ce soit pour le logement ou pour l'immobilier de bureau, est quand même très, très élevé. Dans toutes les villes indiennes, et Bangalore ne fait absolument pas exception avec les autres grandes agglomérations indiennes. Ludovic Lemoine, est-ce que vous conseillez des quartiers pour les Français? Alors, les quartiers, on parle beaucoup depuis le début aussi de Whitefields. En effet, c'est le quartier principal, on va dire. Frédéric Auru, vous n'avez pas l'air d'accord. C'est assez bien, notamment pour les grandes entreprises, parce que c'est là où il y a une très grande concentration d'expatriés et de grandes entreprises. Après, dans le centre-ville, il y a aussi des quartiers très sympathiques. Je pense à Indiranagar, près du parc Coburn. Complètement. C'est des lieux vraiment très sympathiques pour y vivre, notamment le soir. Enfin, il y a plein de restaurants rooftop qui sont excellentissimes, surtout avec la douceur de vivre là-bas, parce qu'on est toujours entre 20 et 25 degrés, donc c'est vraiment parfait. Le climat est plus agréable qu'à Bombay? Complètement. Par rapport à toute l'Inde, en tout cas, Bangalore est une des villes où le climat est beaucoup plus agréable qu'ailleurs. C'est une ville en altitude. C'est un plateau, oui. Donc sur un plateau et avec un climat qui est effectivement très agréable. C'était les jardins pour les Anglais qui allaient se rafraîchir dans les grandes chaleurs. Alors maintenant, avec la pollution et le trafic, on peut moins profiter de la verdure, mais ça reste quand même assez vert. Alors, on va faire une pause et on se retrouve juste après pour parler de la sécurité à Bangalore. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Bangalore et on va s'intéresser à la sécurité. Est-ce que, Ludovic Lemoine, est-ce que la sécurité aujourd'hui est un problème en Inde et plus particulièrement à Bangalore? Alors sur l'Inde, oui, encore une fois, c'est une problématique quand les expatriés nous posent la question. L'Inde, en général, oui, il peut y avoir en effet certaines villes plus que d'autres avec des problèmes en termes de sécurité, notamment pour les femmes. Bangalore, curieusement, enfin pas curieusement, mais non en tout cas, c'est une des villes où les femmes également, et en général, il y a plus de sécurité. On parle en général sur l'Inde du phénomène du Eve teasing, donc traduction qui serait le taquinement de Eve, simplement, et où y est, voilà. C'est un terme assez spécial, mais oui, bon, on a compris ce que ça voulait dire. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux femmes alors? Les conseils, oui, tout simplement, c'est ce que l'on dit toujours, alors que ce soit l'Inde ou même des pays, on va un peu plus dans l'extrême avec les pays des Émirats arabes ou autres, mais en tout cas, voilà, se couvrir. Voilà, ne pas suivre quelques. C'est-à-dire se couvrir, mettre des vêtements plus amples. Des vêtements plus amples, complètement. Peut-être éviter les manches complètement courts, les brassières. Voilà, peut-être plutôt favoriser des t-shirts, même les jeans, pourquoi pas. Mais voilà, plutôt des vêtements amples, simplement pour pas attirer les regards. Voilà, c'est encore une fois, voilà, pour éviter. C'est souvent ce qui se passe en Inde, c'est ce jeu de taquinement avec le regard, l'insistance, le regard qui est porté sur. Faut pas oublier que voilà, par rapport à la population indienne et éventuellement une population étrangère qui arrive par rapport au regard des Indiens, c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de curiosité qui s'installe et voilà des petits groupes voilà qui peuvent se former, qui insistent sur. Mais à Bangalore, très honnêtement, voilà, il n'y a pas vraiment de problème d'insécurité. Je pense que la vie à Bangalore est très agréable. Nous, on n'a jamais eu de problème. Et on le prend plutôt avec humour quand on se balade avec mes enfants, notamment un petit garçon qui est blond aux yeux bleus. Les gens s'arrêtent et nous prennent en photo.
Mais c'est pas très grave, c'est plutôt sympathique. J'ai tout de même eu quelques témoignages de femmes qui se plaignaient un petit peu de cet acquittement. Nicolas Ribollet, je ne sais pas si de votre côté vous avez eu quelques témoignages. Non, je crois que les conseils qui étaient donnés étaient assez justes. Je crois que globalement, il y a un niveau de sécurité qui est bon en Inde. Ensuite, il faut un niveau de prudence normal dans une mégalopole de 10 millions d'habitants. Et puis par rapport aux habitudes aussi locales, où voilà, vous n'allez pas voir la population locale porter des décolletés. Et donc il y a cet aspect-là. Après, globalement, sur une ville comme... Moi, je trouve qu'une ville comme Bangalore est quand même assez ouverte sur l'international. Elle a l'habitude d'avoir des étrangers, des touristes et des habitants venant de diverses origines. Donc, c'est pas la ville la plus conservatrice d'Inde. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt un environnement qui est plutôt relativement tranquille en moyenne. Ensuite, il faut avoir les mesures minimum de sécurité. Voilà, faire attention. Je dois avoir 70% de femmes dans mes équipes, aussi bien en France qu'en Inde. On m'a jamais rapporté quoi que ce soit de ce point de vue-là à Bangalore. Effectivement, on a entendu beaucoup de choses plus à Bombay ou dans le nord de l'Inde. Bangalore, véritablement, je ne vois aucune différence vis-à-vis d'un pays européen. Alors, avant de terminer cette émission, un mot sur la scolarité. Ludovic Lemoine, quelles sont les possibilités pour les Français ? Sur la scolarité, à Bangalore, principalement, ça va être des écoles internationales. Il n'y a pas d'école française, contrairement à Chennai, par exemple, ou Pondichéry. Bangalore, il n'y a pas d'école française, mais vous avez vraiment très, très, très bonne et très qualifiée en termes de scolarisation pour les écoles internationales. Vraiment aucun problème, parce qu'on pense toujours, en tant que société qui accompagne les expatriés, au retour. Très souvent, on parle du choc du retour. En termes de scolarité, il y a très, très, très rarement de problèmes. Au contraire, en termes d'éducation scolaire, ils sont beaucoup plus avancés que lorsqu'il y a des réinscriptions à prévoir en France. Merci, c'est la fin de cette émission. Donc, merci à vous d'être venu. David Moscovitch, donc je rappelle que vous êtes conseiller du commerce extérieur et directeur de l'Umiplan Inde. Je peux juste donner un mot sur les PME françaises qui sont intéressées. Elles peuvent taper CCE Inde. On est bénévolement, on conseille les PME pour venir s'installer. Et nous sommes tous les deux, deux CCE, donc on sera ravis d'apporter nos conseils. Le message est passé. Vous, Nicolas Ribollet, je rappelle, votre guide pratique, je ne sais pas si on le voit, voilà. Oui, alors ça c'est dans le cadre Mazars, c'est un guide pratique qu'on a établi dans le cadre Mazars. Puis je vous invite aussi à consulter la chambre de commerce, l'IFKI, la chambre de commerce France-Inde, qui sera aussi ravie de vous donner un certain nombre de conseils. Et puis Mazars, là c'est un guide essentiellement sur un certain nombre de conseils pratiques, de fiscalité, d'investissement, de différences culturelles, que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne. Donc, investir en Inde. Merci d'être venu sur le plateau. Frédéric Auru, je rappelle que vous êtes directeur général en charge de l'international de l'organisation NUMA. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et enfin, Ludovic Lemoine, donc vous aidez les Français à s'installer à Bangalore. Donc, vous êtes directeur des opérations et réseaux CSU. Merci beaucoup. Restez en ligne puisque les 24 heures chrono continuent et nous allons partir à Faro Lisbonne.